C'était il y a exactement 30 ans, à l'été 1985, exactement entre le 10 juillet et la mi-septembre 1985. C'était l'affaire Greenpeace, du nom de ce mouvement écologiste dont le navire amiral, le Rainbow Warrior, sera coulé dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, aux antipodes de la France, dans le cadre d'une opération faite par des agents des services secrets français. Cette histoire mondiale, ce scandale mondial, sera une affaire d'État en France, provoquant la démission du ministre de la Défense, du chef de la DGSE, les services secrets français. 30 ans après, un homme a décidé de parler. Il se nomme Jean-Luc Kister. Il est colonel de l'armée française, qu'il a servi jusqu'en l'an 2000. Il a décidé de parler et d'expliquer son rôle. Colonel Kister, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de sortir du silence qui fait partie de votre métier ? En fait, j'ai décidé de sortir du silence un peu malgré moi, dans la mesure où votre dernier livre sur la troisième équipe a relancé un petit peu le débat et que la télévision néo-zélandaise a réussi à retrouver ma trace, à remonter jusqu'à moi et m'a proposé un interview. Au début, j'étais quand même assez réticent, mais je pense que 30 ans après les événements, avec les passions qui se sont certainement apaisées, avec aussi le recul que j'ai moi par rapport à ma vie professionnelle, j'ai pensé que c'était quand même une occasion pour moi d'exprimer à la fois mes profonds regrets et d'exprimer mes excuses. D'abord à la famille de Fernando Pereira, notamment sa fille Marelle et sa famille, pour ce que j'appelle moi une mort accidentelle et ce qu'eux estiment être un assassinat. Je voulais aussi m'excuser auprès des membres de Greenpeace qui étaient à bord du Rainbow Warrior cette nuit-là, et puis aussi auprès du peuple néo-zélandais qui, il ne faut pas l'oublier, est un pays ami et allié dans lequel nous avons conduit une opération clandestine mal à propos, quoi. Vous portez ce poids parce que dans cette opération, vous n'êtes pas n'importe qui. On connaît les noms d'Alain Maffard, de Dominique Prieur et d'autres membres de cette opération, les autres équipes, mais vous êtes le chef de ce que j'ai appelé la troisième équipe, donc vous êtes celui qui a posé l'explosif. Oui, tout à fait. Effectivement, je ne suis pas un inconnu dans la mesure où, quelque temps après cette affaire, dès le début, mon nom est déjà sorti dans la presse. On verra peut-être dans quelles conditions. Mais effectivement, j'assume cette responsabilité. Comme le Premier ministre l'a dit à l'époque, j'ai agi sur ordre et j'ai fait mon devoir, le devoir qui m'avait été imposé par les autorités politiques. Vous aviez 33 ans à l'époque. Oui. Nous avons le même âge. Nous étions chacun d'un autre côté de la barricade, pourrait-on dire, entre vous qui faisiez cette opération clandestine et nous, les journalistes, qui essayons de révéler la vérité par rapport aux mensonges officiels. Pour les jeunes, puisque 30 ans, c'est l'espace d'une génération, est-ce que vous pourriez revenir en arrière, revenir dans cette année 85 ? Vous êtes ce qu'on appelle à l'époque un nageur de combat. Qu'est-ce que c'est un nageur de combat ? Où étiez-vous ? Quelle était votre histoire professionnelle ? Moi, rapidement, j'ai fait mon stage de nageur de combat lorsque j'étais un jeune lieutenant à l'école de plongée de Saint-Mandrier en 79-80. C'est un stage qui dure 6 mois. J'ai rejoint l'unité des nageurs de combat de la DGSE, puisqu'il y a 2 unités de nageurs de combat. Une qui appartient à la marine, le commando Hubert, qui est plus spécialisée dans les opérations spéciales, et les nageurs de combat de la DGSE qui sont plus, eux, spécialisés dans les opérations clandestines. Donc à cette époque-là... Quelle est la différence entre spécial et clandestine ?
Spécial, c'est-à-dire que pour moi, ma définition personnelle, c'est qu'une opération spéciale, elle est opérée par des gens qui sont en uniforme, qui opèrent certes discrètement, mais qui sont sous leur véritable identité et dans un cadre, je dirais, légal. Les opérations clandestines sont menées par des agents des services sous couverture, sous fausse identité, de manière clandestine et la plupart du temps illégale. Donc vous êtes à l'époque, votre grade, vous êtes capitaine, oui. Et vous êtes à la base d'Aspreto en Corse. Comment vous est annoncée cette opération qui va mobiliser beaucoup d'éléments de cette unité d'Aspreto? Beaucoup d'éléments, c'est-à-dire que moi je suis convoqué par le commandant qui me dit voilà, une opération se prépare, il va falloir que tu choisisses un équipier ou deux même parce qu'on a toujours un équipier en secours. Et voilà, donc tu seras le chef de l'équipe des nageurs. Pour le moment, je ne sais rien de l'opération, c'est-à-dire qu'on dit qu'on nous demande de se préparer, quoi. Donc d'être au top au niveau entraînement, physique, etc. Et c'est là que je choisis mes deux meilleurs équipiers. Et pourquoi êtes-vous choisi, vous? Il faut dire qu'à l'époque, en 1982, j'ai eu un très grave accident de plongée. Je suis resté paraplégique pendant 2 mois. À force d'entraînement et grâce aux soins de tous ces médecins militaires à qui je dois la vie à plusieurs reprises d'ailleurs, je retrouve ma condition physique et je m'entraîne pour retrouver le top de ma forme. Et ce qui fait qu'à cette époque-là, il semble que je sois l'officier le plus entraîné en plongée à ce moment-là, parce que j'entraîne les jeunes qui viennent de rentrer, je les forme, les nouvelles générations, les jeunes qui arrivent à l'unité. Et donc, disons que je ne suis pas le meilleur, mais le mieux entraîné. Quand est-ce que vous comprenez quel est l'objectif qui vous est fixé, c'est-à-dire le bateau d'un mouvement de la société civile, le mouvement Greenpeace? Lorsque je crois que donc, les gens de Paris descendent et nous informent de l'objectif. Vous êtes surpris? Moi, je suis surpris, peut-être même autant qu'eux. D'ailleurs, je crois que le commandant Maffar, qui était celui qui est venu nous annoncer ça, était lui-même aussi le plus surpris. D'ailleurs, il avait lui-même proposé des solutions beaucoup moins dures, et notamment ce qui avait été fait dans le passé, à savoir mettre des trucs dans le gasoil pour empêcher le bateau d'atteindre sa destination finale de Mururoa. Et je crois qu'il n'a pas du tout été entendu et qu'il y avait une volonté à un haut niveau de dire non, maintenant il faut que ça cesse définitivement et il faut une mesure plus radicale. Et c'est là que vous discutez de la conception de l'opération? Là aussi, technique, je veux dire. Oui, là aussi, on pense qu'on peut neutraliser le bateau en mettant une charge sur l'arbre d'hélice qui va l'endommager pendant un certain temps, etc. Mais là aussi, cette solution n'est pas retenue à un plus haut niveau que le nôtre, que celui de l'équipe, et où on nous dit non, il faut le couler. Alors là, nous c'est simple, pour couler un bateau, il faut faire un trou dedans. Et donc là, il y a des risques. Et on rappelle quand même qu'il y a risque parce qu'on ne sait pas qui peut être derrière, etc. Dans la salle des machines du bateau? Là, la salle des machines a été choisie justement en pensant que, à l'heure notamment qui a été choisie, minuit moins 10, il n'y aurait personne dans la salle des machines à minuit, quoi. Donc c'est pour ça que c'est la salle des machines qui a été choisie. Le choix du port d'Auckland, c'est justement parce qu'en haute mer, tout le monde a été à la baille. Oui, parce que disons que techniquement pour nous, la solution la plus sûre pour toute l'équipe de nageurs de combat, c'est de mettre la charge soit au Vanuatu où il faisait escale avant ou à Auckland, et ensuite de mettre un délai suffisant pour que le bateau saute en pleine mer, où il n'y aurait eu aucune trace. Mais
tout le monde a été d'accord, ça ne nous a même pas effleuré l'esprit. Et nous, ce qu'on a pensé, c'est dire, bon non, stop, là il y a danger pour l'équipage, cette solution ne peut pas être retenue. Mais techniquement, ça serait la solution qui aurait été la plus à même. Et donc le port d'Auckland a été choisi parce que, on savait que le bateau s'y arrêterait un certain temps. Deux, que là, pour des raisons techniques et logistiques, c'était plus facile. Et puis aussi, on a discuté entre nous en disant, bon, Auckland, c'est quand même mieux, parce que si jamais il y avait des blessés, il y a des facilités médicales, d'intervention rapide, etc. Voilà, donc ça a été pensé aussi. Mais disons que ce n'est pas la raison principale. Mais ça nous confortait, enfin pas nous, parce que ce n'est pas nous qui avons décidé d'utiliser du port d'Auckland, mais dans notre esprit, ça nous confortait aussi sur ce choix. Juste pour terminer sur ce point, est-ce que dans votre étonnement, il remonte, est-ce que dans ce fonctionnement préparatoire d'une opération si grave, est-ce que vos questions remontent? Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a la volonté politique à tout point de vue qu'il soit coulé? Qu'est-ce qu'on vous dit pour justifier? Il faut bien qu'on vous donne un argument. À l'époque, c'est sûr que pour tout le monde se posait la question, toute l'équipe, jusqu'au chef d'équipe. C'est-à-dire que pour nous, les gens de Greenpeace étaient des fauteurs de troubles un peu sympathiques, engagés certes, mais pas vraiment dangereux, quoi. Donc on se demandait pourquoi Greenpeace. On comprenait qu'on nous fasse sauter des bateaux de Kadhafi qui menaient des attentats, etc., comme ça a été le cas en 80. Mais Greenpeace, c'était vraiment étonnant. Alors là, on nous a fourni des explications en nous disant que Greenpeace était infiltré par les services, le KGB, les services soviétiques, que Greenpeace, d'ailleurs, regardait avec quelle facilité on a infiltré Greenpeace à Auckland en 2 semaines, quoi. Donc pour le KGB, c'était facile, et qu'il fallait quand même se poser la question pourquoi Greenpeace s'en prenait simple chalutier baleinier soviétique, et que par contre on s'en prenait à la dissuasion nucléaire française. Donc il y avait quand même une sacrée différence de... 30 ans après, pour vous, ces explications tiennent? Non. Non, je ne crois pas. Non. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est encore en pleine guerre froide. On est en 1985. Et cette guerre froide, elle est... On est exactement l'année où Gorbatchev arrive, justement. Ouais. C'est le début de la fin, mais ça commence juste, en fait. Mais bon... le KGB, ça a été toujours l'ennemi numéro 1 à cette époque-là. Vous aviez parlé d'un précédent, selon un scénario semblable, de faire exploser un bateau en 80 de Kadhafi. Vous étiez dans cette opération? Non. C'était oui, c'est sorti Libye. Dans la presse déjà, de toute façon. Ça se passait où? Je peux en parler. Ça s'est passé dans le port de Gênes. Une équipe, Kadhafi était largement impliqué dans de nombreux attentats et subventionné et appuyé le terrorisme international. Et il a été décidé de faire sauter son bateau amiral qui était en réparation, en réarmement, où on était en train de le réarmer dans le port de Gênes. Et là, effectivement, là aussi, on a pris en considération un risque minimum pour l'équipage, et la charge a été posée sur l'arbre d'hélice, pareil, qui a quand même bien endommagé le bateau, et où effectivement les pompiers italiens sont intervenus rapidement pour empêcher. Mais bon, je ne révèle rien de spécial puisque c'est sorti dans la presse. Et là, ça s'était bien passé donc... Ça s'était bien passé. L'opération était plus facile dans la mesure où on n'était pas si loin de nos bases. Donc au niveau de la logistique, ça ne posait pas tant de problèmes logistiques. Et puis effectivement, ça s'est bien passé. D'ailleurs, à l'époque, Kadhafi se demandait si c'était bien les Israéliens, les Américains qui avaient pu faire péter son bateau. Mais donc nous, on était tout à fait dans le cadre de notre emploi. Et là, personne ne nous a critiqués, je veux dire. Non, je n'étais pas là, moi. Vous aviez dit tout à l'heure, vous avez présenté vos excuses au peuple néo-zélandais, à la famille de Pereira. Est-ce que, à cette époque, le fait que la Nouvelle-Zélande est un allié politique, géopolitique, le fait que, et vous l'avez rappelé
à la télévision néo-zélandaise que des soldats néo-zélandais ont fait le sacrifice de leur vie pendant les 7780 soldats néo-zélandais sont morts sur le sol français et pour la France. Pendant la Première Guerre mondiale. Et la deuxième aussi. Et la deuxième aussi. 780. Exact. Vous connaissez le chiffre par cœur. Bon. Est-ce qu'à l'époque, aussi cette question se pose, faire une action dans un pays allié? Non, non. Non, parce que à partir du moment où l'opération se déroule sans accroc et qu'elle réussit, on pouvait peut-être se penser que les soupçons se porteraient certainement sur les Français, à qui profite le crime, quoi, hein. Mais s'il n'y a pas de preuves, donc on ne pensait pas qu'il y aurait une répercussion pareille au niveau du pays. Maintenant, ça, c'est pas les répercussions au niveau politique, économique avec la Nouvelle-Zélande, c'est pas de notre niveau. Nous, on est les chirurgiens, on nous prépare le terrain, on arrive et on repart. Et voilà. Donc c'est une opération chirurgicale à notre niveau et on n'est pas dans le contexte, le large contexte géopolitique qui entoure l'opération, quoi. Donc l'opération, quand vous dites on est des chirurgiens, on arrive, implique, si je ne me trompe pas, 12 agents, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Bon. Je suis le compte est bon. Et donc, pour que tout le monde comprenne, en 3 équipes, pourrait-on dire, expliquez-nous un peu l'architecture. Déjà, il faut savoir qu'il y a un cloisonnement, c'est-à-dire que chaque agent n'a à savoir que ce qu'il doit savoir. Donc, le rôle, comment les équipements, les appareils, les explosifs arrivent dans le pays, nous, on ne le sait pas. Je connais même pas la composition de l'UVA, d'où ils partent, etc. Donc, il y a l'équipe logistique qui amène le matériel avec l'UVA que donc tout le monde connaît. Un voilier qui part de la Nouvelle-Calédonie. 4 personnes. Voilà. Et ensuite, l'équipe sur place avec le commandant Maffard et Dominique. Et Dillet aussi. Alors Dillet, lui, est le chef de l'opération et qui coordonne les équipes sur le terrain. Donc 3 personnes pour récupérer donc les équipements, l'explosif aussi. Oui, l'explosif. Et puis l'équipe de nageurs avec un pilote de Zodiac et deux nageurs. Voilà. Un pilote de Zodiac qui vous amène et qui lui ne sera pas identifié. Qui nous prend à un endroit, qui nous amène au large, on s'immerge, on fait l'attaque, on revient, on a un point de rendez-vous et il nous dépose. Et ensuite, après, il va se débarrasser du matériel avec quelques difficultés qu'on connaît, puisque c'est là que les équipes de récupération vont se faire repérer, quoi. Alors vous dites on fait l'attaque, ce qui a créé beaucoup d'émotions en Nouvelle-Zélande. Pour vous, donc, c'est un accident. Vous avez tout fait pour qu'il n'y ait pas de mort. À tout moment, au moment de l'opération et jusqu'au dernier moment, je dois dire que les chefs d'équipe, nous-mêmes on l'avait à l'esprit, mais on ne prend pas les décisions, ont toujours eu à l'esprit de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, quoi. Et donc, ce qui a été planifié de manière à faire évacuer le bateau pour qu'il n'y ait personne, mais avec un certain délai limité entre les 2 explosions, ça a été fait exprès aussi pour éviter que quelqu'un revienne sur le bateau. Une première explosion pour que le bateau est à quai, ils s'en vont, et une deuxième pour le couler. Voilà. Et finalement, il semblerait que Fernando ait voulu, qui était un professionnel, comme tout professionnel, tenait certainement énormément à ses caméras. Il est reparti et il a été, piégé au moment de la deuxième explosion qui a dû faire basculer le bateau sur le côté et il est mort noyé. Il faut expliquer aussi que entre comment vous avez répété l'opération et comment elle se passe, il y a la réalité. C'est la nuit. Vous ne voyez pas combien dans l'eau. Comment ça se passe tout ça? La nuit, on voit pas, on voit à 1 mètre parce qu'il y a quand même les lumières des quais. Les quais sont allumés, donc il y a une lumière diffuse qui est dans l'eau.
c'est-à-dire qu'on arrive de loin sur le quai en face du Marsden Wharf. Vous êtes attachés l'un à l'autre? On est toujours attachés parce qu'il y a toujours ce risque d'hyperoxie avec l'oxygène. Dès qu'on plonge en dessous de 1 kg, en dessous de 7 mètres, en gros, qui correspond à 1,7 bar de pression, il y a le risque de faire une hyperoxie. Et l'hyperoxie, c'est une crise d'épilepsie sous l'eau, c'est-à-dire que les gens se noient. Et on a eu quand même pas mal de morts à l'entraînement, à l'école de plongée et chez nous, de gens qui sont morts dans ces conditions. Donc on est toujours sanglé par deux, un chef d'équipe et un équipier. Et donc on se dirige la nuit avec un compas, un profondimètre pour justement ne pas dépasser cette fameuse profondeur, et un compas qui nous dirige où tout est mémorisé dans la tête avec les durées, puisqu'on sait que tant de coups de palme, ça fait tant. Voilà, 100 coups de palme, c'est tant de mètres. Et donc on arrive en face de l'objectif. On fait une immersion discrète pour être sûr qu'on est bien sur l'objectif, et ensuite on y va. Et là, vous voyez que l'objectif, il n'est pas comme prévu. C'est-à-dire que ce n'est pas à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on fait toujours une reconnaissance avant pour voir si tout correspond plus ou moins à ce qui nous a été décrit. Et là, lors des reconnaissances de jour, on s'est aperçu qu'il y avait un voilier qui était à côté du bateau. Et donc on s'est dit, peut-être que des voiliers peuvent venir. Donc on avait prévu de mettre la charge côté opposé au quai, justement en se disant, si on la met du côté du quai, et s'il y a quelqu'un sur le quai, il peut y avoir peut-être des éclats qui pourraient blesser quelqu'un sur le quai. Mais après, on voit que là, il y a possibilité qu'un voilier qui faisait partie peut-être de la flotte vienne accoster. Et là, il y aurait eu danger pour les gens du voilier. Donc on décide de mettre la charge du côté du quai et au maximum de profondeur, sachant que le bateau avait un ballast en béton. Et c'est pour ça que la charge qui a été certainement calculée par les techniciens, qui ne dépassait pas les 5 à 8 kilos maximum, était un peu conséquente parce qu'on ne savait pas jusqu'à quelle hauteur arrivait le ballast en béton. Et donc il fallait faire un trou. Mais je pense que quand on voit les images qui sont quand même assez gros trou dans la coque, on s'aperçoit quand même que la charge était peut-être un peu importante, mais ce n'est pas les 25 kilos qui ont été évoqués par certains. La charge n'avait pas de but de tuer les gens, ça c'est certain. Et ensuite, je pense aussi que cet énorme trou a été favorisé par la structure vieille de la coque, puisque c'était quand même un vieux bateau qui avait été retapé et qui explique cet énorme trou. Parce qu'en fait, c'est la première charge qui vraiment va faire couler, finalement. Donc nous, on pensait qu'il y aurait quand même un trou dans le bateau, mais pas un énorme trou comme ça, et que le bateau mettrait du temps quand même à couler. Alors je sais que certains qui étaient à bord disent que le bateau a coulé en 45 secondes. Bon, je pense que ça a été plus long parce que le délai était d'environ 4 minutes. Entre les deux charges. Voilà. Mais c'est vrai que dans la panique, on comprend que pour eux c'est un délai très très court. C'est vrai que... mais ils ont réussi quand même à évacuer tout le monde. Donc on ne peut pas évacuer un bateau en 45 secondes comme ça. Entre le moment où explosent les charges, vous êtes où, vous, à ce moment-là? Non, on est déjà sur notre couloir d'exfiltration où on est exfiltré vers l'île Sud. Puisque combien de temps? C'est combien de temps? Les délais qui nous ont été imposés étaient de 3 heures. Donc 3 heures, pour nous, c'était à peine juste suffisant pour quitter la zone d'opération. Pourquoi ce délai si court? Je pense que ça a été fait pour des raisons purement techniques. Et peut-être aussi, puisque c'est les techniciens qui conçoivent les retards qui nous l'ont imposé, mais aussi ça permettait peut-être de maîtriser un petit peu les choses. Et puis, je pense que ce qui avait été prévu et pensé, c'était qu'à minuit, il n'y aurait personne dans la salle des machines. Mais si on avait fait 24 heures, ce serait tombé à minuit le lendemain? Oui, mais avec un délai peut-être on aurait eu moins d'emprise sur ce qui se passait à ce moment-là. Est-ce que le bateau n'aurait pas appareillé pour faire des essais dans la baie d'Auckland ou ailleurs? On ne savait pas. Là, on était sûr qu'il n'appareillerait pas.
Donc, ça a augmenté les risques pour vous, du coup. Ah ben, pour nous, ça a augmenté les risques. C'est pour ça que la conception a été faite de manière à ce que on ne parte pas directement, parce que lorsqu'il y a un attentat pareil, les aéroports sont bouclés, hyper contrôlés, etc. Et donc, il avait été prévu qu'on reste une dizaine de jours dans le pays pour jouer notre prétexte de présence, à savoir faire du ski. On était des touristes français qui étaient venus faire du ski en Nouvelle-Zélande. Avec votre coéquipier. Voilà. Pourquoi ça a déraillé? Pourquoi, alors que votre parcours d'infiltration est prévu, chaque équipe a son parcours, l'UVA qui a apporté le matériel est déjà reparti vers la Nouvelle-Calédonie, les Mafars doivent, je suppose, partir avec leur faux passeport suisse. Vous êtes comme des touristes dans le sud, même s'il n'y a pas beaucoup de touristes français en Nouvelle-Zélande en général, et encore moins pendant cette période de l'année, qui est l'hiver là-bas, où c'est la mauvaise saison, notamment à Auckland. Pourquoi ça a déraillé? Pourquoi les Mafars sont arrêtés? Pourquoi l'affaire dérape? En fait, tout simplement parce qu'ils ont été repérés au moment de la récupération des équipements que le pilote du Zodiac leur livrait. Je pense que le délai était très court dans la préparation, et les reconnaissances qui avaient été faites l'avaient été faites dans certaines conditions. Où il pleuvait, il était minuit à l'endroit où le Zodiac devait arriver, et là, ce jour-là, il faisait beau, il était 20h, 21h, et des pêcheurs étaient là partout. Donc, problème, c'est qu'on ne peut pas arriver au point numéro 1, on voit au point numéro 2, là aussi il y a du monde, et on va dans une zone de rescue, où là, il faut se débrouiller, quoi. Et c'est là que les types qui étaient en surveillance de la marina voient des mouvements suspects et décident d'aller voir ce qui se passe. Et au moment où l'équipe s'en va, ils notent le numéro du van. Voilà. Mais quand vous apprenez, combien de temps après qu'il y a un mort finalement? Très peu de temps après, on était sur la route de Wellington, et la radio annonce tout de suite que vers 5-6 heures du matin qu'il y a eu un mort. Comment vous réagissez à ce moment-là? Tout le monde est choqué, et là on s'aperçoit que c'est une autre affaire qui commence, quoi. Parce que dès qu'il y a mort d'homme, les données ne sont plus les mêmes, quoi. Vous vous attendiez à une immense affaire politique comme ça le deviendra? Non, pas du tout, parce que bon, au moment où on apprend ça, nous on ne sait pas du tout que les membres de l'équipe vont se faire repérer et intercepter. Donc on l'a su après, quelques jours après, que le couple avait été intercepté par la police, et là, l'affaire commence à... C'est le drame, quoi. Alors l'affaire, ce sera pendant 2 mois une bataille pour arriver à comprendre, par rapport à la position officielle du pouvoir politique, qui est de dire nous étions en mission de surveillance, nous ne sommes pas responsables de cet attentat. Et c'est en révélant l'existence de la troisième équipe, c'est-à-dire de vous-même, que finalement le pouvoir politique est obligé de reconnaître. De votre point de vue d'opérationnel, qu'est-ce que le pouvoir politique aurait dû faire pour éviter que ça tourne comme cela? À partir du moment où on a 2 agents qui ont été interceptés, dont les identités vont se révéler très rapidement au grand jour, à ce moment-là, il faut négocier. C'est ce que l'amiral Lacoste a proposé, d'ailleurs, intelligemment. Mais je crois que là, Ernu est complètement à côté de la plaque. C'est la panique au plan politique, et puis il s'enfonce dans le mensonge, quoi. Donc là, pour moi, je pense que la solution, c'est celle que l'amiral a dit. On négocie chaque fois qu'il y a un problème dans un pays ami en plus. On reconnaît et on admet et on assume les conséquences. Mais celui qui refuse, mais ce qui était très très mauvais au plan médiatique, au plan vis-à-vis de la Nouvelle-Zélande, vis-à-vis du peuple français, c'est de s'enferrer dans le mensonge, comme Ernu s'est enferré dedans, dans ce mensonge, quoi. Pas Ernu tout seul. Si, parce que c'est lui qui a dit on dit rien. Et à partir du moment où il ne fallait pas révéler, c'est ce qui s'est passé avec le rapport Tricot.
Les gens, quand ils ont parlé avec Tricot, ils avaient des ordres. Les ordres venaient d'en haut, d'Ernu, en disant blackout complet, ne dites rien. Mais dans notre système institutionnel, au-dessus du ministère de la Défense, il y a le chef des armées, le président de la République. Quelle est pour vous son implication dans tout ça? Comme l'amiral Lacoste l'a dit lors de son interview, ou dans son livre, il s'est assuré que le président était au courant de cette opération. Lors d'un rendez-vous le 15 mai à l'Élysée. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc le président était parfaitement au courant. Maintenant qu'il ait eu les détails précis de l'opération, effectivement, c'est pas à ce niveau-là, ça se discute pas, on ne discute pas des détails. Mais il savait certainement que si des nageurs de combat sont impliqués dans cette affaire, c'est que c'était sérieux. Donc il savait qu'il y aurait un sabotage, etc. Donc ça, c'est certain qu'il était au courant. D'ailleurs, pratiquement aucune opération de la DGSE, notamment parce qu'elles sont clandestines, notamment parce qu'il peut toujours y avoir des implications politiques à un très haut niveau, reçoivent toujours le feu vert du président. Comment, avant que ça se dénoue par la démission de Ernu et de l'amiral Lacoste, comment vous vivez ce moment-là où nous ne nous connaissons pas, je ne connais même pas votre identité, mais vous êtes revenu à votre base. Comment vous regardez ça en spectateur? Vous avez des réunions de débriefing? Il y a des discussions avec la hiérarchie ou... Oui, non. Chaque fois qu'il y a une opération, on fait un débriefing entre nous, entre les opérateurs, les nageurs de combat, l'équipe de l'UVA, etc. Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on sait qui sont. On l'a su par la presse avant, mais c'est des gens de chez nous, quoi, donc de notre unité. D'ailleurs, c'est tous des gens qui étaient sous mes ordres. Donc, on fait un débriefing technique, c'est-à-dire qu'on dit voilà, quelles sont les erreurs qui ont été commises, pourquoi vous avez été vu à tel endroit, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, on fait notre débriefing technique. Parce qu'il faut toujours tirer des enseignements de nos échecs. Et c'est seulement comme ça qu'on progresse. Maintenant, on fait notre débriefing à nous pour préparer le grand débriefing à Paris, au siège du service Action. Et là, on attend toujours et on n'a jamais eu de débriefing. On ne vous a pas convoqué à Non, Paris. parce que je pense que la gestion politique de l'affaire prenait le pas sur tout le reste et que les chefs étaient certainement débordés par la gestion médiatique, politique de l'affaire, etc. Est-ce que dans votre débriefing technique, vous estimez que vous avez fait des erreurs au-delà de l'ordre politique lui-même? Oui, il y a eu des erreurs techniques. La preuve, s'il n'y avait pas eu d'erreurs, les gens ne se seraient pas fait prendre. Il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises à gauche, à droite. Mais c'est vrai qu'après, c'est, comme on dit vulgairement, la loi de l'emmerdement maximum. Quand ces petites erreurs s'accumulent, c'est là qu'intervient le clash. Est-ce que la principale erreur n'est pas tout simplement d'avoir ordonné cette opération? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'ai dit, c'était une riposte disproportionnée, comme prendre un grand box pour écraser une mouche, quoi. Donc je pense que les solutions qui avaient été proposées par les par les chefs d'équipe étaient certainement les meilleures pour faire passer le message sans qu'il y ait de risque de mort. Mais nous, on sait ce que c'est qu'un explosif, il y a toujours danger, mais ce risque, il a été accepté par les politiques. Et on l'a bien mentionné, on l'a bien souligné, qu'il y avait toujours un risque. Et c'est pour cela qu'après, vous êtes très mécontent du fait que finalement, vos identités soient connues, que les politiques, pour vous, aient fait en sorte que tout soit connu? Oui, parce que le 17 septembre, vous révélez, vous, dans Le Monde, que ça serait une troisième équipe qui aurait coulé le Rainbow Warrior, ce qui fait qu'effectivement, c'est peut-être le fruit de vos investigations, mais qui découle du bon sens, dans la mesure où ni les gens de l'UVA, ni le couple n'auraient pu, donc il devait y avoir d'autres personnes, etc. Et puis donc, je ne sais pas par quelles sont vos sources, mais vous savez qu'il y a une troisième équipe. Le lendemain,
Le 18 septembre, Charles Hénu fait une déclaration ubuesque à la télévision en disant non, non, on n'est pas du tout dans le coup, on n'est pas impliqué, on n'a rien à voir là-dedans, etc. Le Premier ministre, qui n'est pas au courant, Fabius, lui, ne comprend plus rien. Il sent bien qu'il est roulé dans la farine par son ministre de la Défense et ordonne une enquête interne. Cette enquête interne est conduite par le directeur général du DPSD, la direction de la protection du secret défense. Et la sécurité militaire, voilà, comme on disait dans le passé. L'ex-sécurité militaire qui vient nous interroger comme de vulgaires malfaiteurs, un par un, et nous demande où étiez-vous dans la nuit du 10 juillet 1985. Les ordres sont venus d'en haut, ne dites rien, bon, on ne dit rien, mais ils en déduisent dans leur rapport que les deux seuls qui avaient pu faire partie de cette fameuse troisième équipe dont le Premier ministre voulait absolument connaître l'identité étaient le capitaine Jean-Luc K et l'adjudant Jean C. Et donc, pourquoi ils en déduisent? Pourquoi ils en déduisent tout simplement parce que pour faire des économies, nous avons voyagé sous nos vraies identités sur un avion. Tous les deux, pas d'autres, tous les mais deux. Tous les deux. De la DIRSEN, les essais nucléaires, donc un voyage officiel vers Papeete. Et c'est à Papeete qu'on a fait l'échange d'identité. On a récupéré nos fausses identités pour aller faire notre mission. À Papeete, Jean-Luc Kister devient Tonnel, voilà. Et Jean Camas devient Camurier. Donc on ne pouvait pas cacher ça, puisque si on se dit quand même 4 colonels de gendarmerie avec un général à leur tête en enquête, ils verront tout de suite que si on dit qu'on est resté à Aspreto, ils verront comment. Donc on dit qu'on était à Papeete. Comment vous justifiez Papeete? Oui, alors la justification, ça a été un prétexte de dernière minute qu'on nous a donné ou qu'on a trouvé en disant qu'on était là pour surveiller les agissements de Yewene, un indépendantiste kanak, qu'on savait avoir des contacts avec la Libye et Kadhafi. Bon, tout ça, c'était bidon, quoi. Mais toujours est-il que le général reprend l'avion dans la foulée, fait son rapport dans lequel il stipule que à cette époque-là, seul l'adjudant, le capitaine Jean-Luc Kister et l'adjudant Camas auraient pu faire partie de cette troisième équipe. Ça tient un peu de choses, puisque celui qui conduisait le Zodiac, lui, était sur une identité fausse. Il a voyagé sous sa fausse identité directement de Londres sur Auckland. Pierrot le Marin, dans votre langage. Pierre le Marin, voilà. Pierre le Marin, mais donc, je peux le dire, moi, Gérard Royal. Bon, voilà. Oui, puisqu'il semble que la presse ait sorti son nom juste avant les élections, où sa sœur se présentait, et où son frère a fait des révélations. Bon. C'est le frère, en effet, c'est l'un des frères de Ségolène Royal. Lui est parti sous fausse identité dès le départ, donc il a dit qu'il était à Aspreto, il n'était pas là. Donc lui n'est pas identifié. Son nom n'est jamais apparu dans le rapport. Et c'est pour ça que quand le rapport est délivré en main propre au Premier ministre, Laurent Fabius, qui disait donc vouloir ne pas dévoiler nos identités, ce qui était quand même aussi très courageux de la part de l'amiral, qui lui a accepté d'être forcé, enfin pas démissionné, d'être viré, quoi, à une condition, c'est que l'identité des agents soit protégée. Donc ça, c'est le courage de l'amiral. Et à ce moment-là, quelques temps plus tard, on voit nos noms apparaître dans la presse. Donc au départ avec les initiales capitaine Jean-Luc K, adjudant Jean C. Et puis un peu plus tard, avec les une noms, faute d'orthographe, le Y au lieu du I sur votre nom. Peut-être pour éviter d'éventuelles poursuites vis-à-vis de la justice. Et donc pour nous, c'est un acte de haute trahison. Et ce qui, pour nous, est la preuve que cette fuite provient d'un haut niveau, à savoir à partir du rapport qui a été délivré au Premier ministre, c'est que le nom du pilote Zodiac n'apparaît nulle part. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le rapport. Donc, la fuite vient du rapport. Et pour nous, c'est un acte de haute trahison.
je demande à voir le nouveau patron de la DGSE, le général Imbaud, qui coupe les branches pourries, soi-disant, etc. Enfin, tout ça, belle révélation. Et lui dit, mais mon général, il y a un problème. La presse sort nos noms. Pour nous, c'est un acte de trahison. C'est-à-dire que dans votre métier, voilà. le pouvoir politique doit vous couvrir si Bien c'est lui sûr, qui a donné les bien ordres. sûr. D'ailleurs, c'est ce que Fabius déclare dans sa conférence de presse, en disant « Je ne saurais donner les noms d'agents qui, par le passé, ont risqué leur vie, etc., etc., et qui ont agi sur ordre, donc ils ne seraient pas responsables. » Et puis après, boum, nos noms sortent. En même temps, vous comprenez que nous, les journalistes, pour montrer que ce n'est pas de la pure gamberge ce que nous avons affirmé, non, il nous faut les détails. Vous, les journalistes, vous faites votre travail. C'est votre boulot. Votre boulot, c'est surtout journaliste d'investigation. Quoique, à l'époque, en dépit de ce que vous dites, j'estime que sans la présence de gorges profondes, comme dans l'affaire du Watergate, bon... Ce sont des sources. Ce sont des sources. Moi, je les appellerais gorges profondes. D'accord. Voilà. Et donc, effectivement, ce sont des sources, mais vous faites votre boulot. Donc, ce n'est pas aux journalistes qu'on en veut, que j'en veux, moi, personnellement. La preuve, c'est que je suis devant vous aujourd'hui. Moi, c'est au pouvoir politique. Et donc, le général me dit, écoutez, oui, je comprends bien votre désillusion de voir vos noms livrés à la presse. Mitterrand avait un autre nom, je crois, hein, au moment de la mort de Bérégovoy. Mais on va vous mettre au vert. Donc on me propose d'aller faire le Staff College à Fort Leavenworth aux États-Unis. J'attends toujours, mais j'ai jamais eu plus de nouvelles, quoi. Voilà, donc voilà comment ça se termine. Je crois que maintenant il y a une nouvelle loi qui est sortie qui protège l'identité des agents, des services spéciaux. C'est une bonne chose, mais malheureusement, nous, on n'a pas pu en bénéficier. Et je crois que si on avait été aux États-Unis, d'autres têtes seraient tombées pour haute trahison. Mais malgré cette colère sur ce point qui vous habite toujours, ça ne vous a pas transformé de manière aigre ou vis-à-vis de votre institution, parce que vous êtes de tous ceux qui ont été dans cette opération, celui qui a continué le plus longtemps au sein de l'institution militaire après. Oui, parce que j'estimais avoir un devoir vis-à-vis de mon unité, auquel je suis attaché plus que tout, parce que ce sont des gens d'un très très haut niveau, des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour leur pays. Et on la risque beaucoup plus à l'entraînement, parce qu'on a eu beaucoup plus de morts à l'entraînement qu'en opération. Il faut dire que notre devise, c'est entraînement difficile, guerre facile. Ce qu'on nous rabâchait dans les parachutistes, le sang épargne, la sueur épargne le sang, etc. Mais je dois dire que j'avais un devoir. Et il est vrai que notre unité a failli être totalement dissoute. C'est seulement en comprenant le rôle que cette unité avait joué durant les années, depuis la guerre d'Algérie, puisque Bob Maloubier est celui qui avait formé cette unité à Arzeu avec Rifo en Algérie. Cette unité a à son actif de nombreuses opérations clandestines, toutes avec succès, jusque malheureusement cette malheureuse affaire. Et donc il en allait de la survie de l'unité. Et moi, lâcher mon unité, c'était comme faire un acte de défection, quoi. Je pouvais, donc moi j'ai continué et effectivement jusqu'à... j'ai été chargé de mission en Afrique. Mais vous êtes devenu d'abord le chef des nageurs de combat. Pas tout de suite. Après, j'étais dans les unités clandestines dans le cadre de la chasse antiterroriste dans les années 86-87 à travers l'Europe. Ce qu'on appelle les unités alpha. Ouais, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, je ne sais pas, ça a un autre nom, mais c'était des unités spéciales. Clandestine, ça veut dire que vous disparaissez et vous cherchez à tout savoir sur quelqu'un. La traque aux terroristes. La traque aux terroristes. Et donc, ensuite, on voit que je suis un peu fatigué avec toutes ces affaires. Et puis le général Heinrich me propose d'être le conseiller sécurité du président Lansana Conté en Guinée, où je vais réorganiser la garde présidentielle.
Et puis ensuite, je reviens commander effectivement en tant que chef de corps l'unité des nageurs de combat. Qui était à Kellern à ce moment-là. En Bretagne. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, vous quittez l'armée en 2000. Oui. Vous auriez pu rester plus longtemps? Oui, mais je n'avais pas d'avenir, étant donné que je n'avais pas fait l'école de guerre, j'avais été plus occupé sur les théâtres d'opérations extérieures et en Afrique. Et donc, je n'ai pas d'espoir de devenir général, mais je n'ai jamais été très carriériste non plus. Et donc, je pars avec le grade de colonel, et, alors que j'étais à ce moment-là officier de liaison de la MONUC au Burundi. Et pour les Nations et j'embraye comme officier de sécurité des Nations Unies à ce moment-là. C'est important de rappeler cela parce que le monde dont nous sommes aujourd'hui témoins, qui n'a rien à voir avec ce monde d'il y a 30 ans, le monde de la guerre froide, l'Union soviétique, les États-Unis, le mur de Berlin, l'Allemagne séparée en deux. Le monde d'aujourd'hui, c'est d'autres menaces, c'est la guerre au Mali, c'est l'Irak et la Syrie, c'est l'État islamique. Or, vous avez été aussi témoin de ce monde-là. Vous avez été en Irak. Oui, j'étais témoin, oui, puisque je faisais partie de l'équipe d'intervention rapide de la sécurité des Nations Unies, ce qu'on appelle UNDSS, United Nations Department for Safety and Security. Et donc, avant la guerre d'Irak, j'ai été déployé en Iran, sur la frontière, pour préparer avec le HCR l'arrivée de milliers de réfugiés qui ne sont jamais venus, heureusement, d'ailleurs, puisque les Iraniens avaient prévu de les parquer au milieu des champs de mines, quoi. Ensuite, j'ai été le coordinateur de la sécurité du Kurdistan, où j'ai réouvert les bureaux des Nations Unies à Tikrit, Mossoul et Kirkouk. Je suis revenu dans mon affectation de base, qui était à l'époque le Sénégal, et à ce moment-là, 2 mois après, lorsque le siège des Nations Unies a fait l'objet d'un attentat où Sergio de Mello est mort. À Bagdad. Voilà, à Bagdad. On m'a fait revenir pour être le coordinateur de la sécurité de Bagdad jusqu'à ce qu'on décide l'évacuation de Bagdad en attendant de pouvoir sécuriser nos personnels dans la fameuse zone verte, quoi. Quel est votre regard de praticien sur ce qui s'est passé, cette invasion de l'Irak, l'opération américaine, dont surgit l'État islamique aujourd'hui? C'est très clair. Je veux dire que la France avait déjà une vision très claire sur la responsabilité de Saddam Hussein et de l'Irak dans le terrorisme, et surtout les services français savaient pertinemment qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive en Irak. Et M. De Villepin l'a très bien expliqué au siège des Nations Unies en disant que la France ne saurait être engagée dans une telle opération. On ne sait pas ce qui a poussé, enfin si, les gens le savent, ce qui a poussé les Américains et Bush, le gouvernement Bush à intervenir en Irak, mais de mon point de vue, cette guerre, on a ouvert la boîte de Pandore. Et donc, à ce moment-là, c'est là que le conflit chiite-sunnite, qui embrase maintenant tout le Moyen-Orient et qui a des répercussions un peu partout, notamment au Maghreb et même en Afrique avec le Nigeria, tout ça, sont les conséquences de cette opération, de cette guerre en Irak. Quand on voit de l'extérieur votre profession, on se dit, ces gens-là, ils obéissent aux ordres, ils n'ont pas d'état d'âme, s'il faut tuer, ils doivent tuer. Or, cette histoire, notre rencontre, témoigne de quelque chose comme un grain de sable, puisque elle pèse sur vous depuis longtemps. Notre rencontre, la première, en début 2012, j'étais de passage à Tunis, je parle dans une radio le matin, 1 an après la révolution tunisienne, vous travaillez là-bas pour les Nations Unies, vous m'entendez à la radio, vous trouvez l'hôtel où je réside en tant que bon professionnel, vous laissez un message demandant que je vous rappelle. Vous vouliez avoir cette rencontre, ce face-à-face. Donc déjà, avant que les Néo-Zélandais, la télévision néo-zélandaise vous retrouve, vous aviez envie de revenir sur cette histoire. Pourquoi elle vous habite comme un fantôme un peu ? Bon, je ne dirais pas qu'elle m'habite comme un fantôme, mais je veux dire, il faut quand même prendre conscience que nous sommes des militaires, qu'on a dédié notre vie
à la sécurité de nos concitoyens, à la patrie, et que nous ne sommes pas, même si parfois et très rarement on nous donne le droit de tuer, nous ne sommes pas des tueurs de sang-froid, nous ne sommes pas des assassins, et nous avons une conscience. Et cette conscience, eh ben, effectivement, le temps fait que, comme je le disais, les passions se sont apaisées, et dans mon esprit aussi, mais ma conscience me dictait quand même de faire ses excuses et d'expliquer, de tenter d'expliquer, parce que je comprends bien que pour les victimes, c'est très difficile de comprendre ou de comprendre mes explications plus ou moins techniques, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas des tueurs de sang-froid, quoi. Quand la télévision néo-zélandaise, ce magazine d'investigation, la télévision publique, Sunday, le producteur Chris Cook vous a contacté, vous n'avez pas hésité une seconde? Si, au départ, j'ai pas répondu d'abord à ces sollicitations, et puis après, bon, on m'a fait comprendre que ça serait mieux effectivement de parler de face à face, que je puisse m'exprimer plutôt que d'autres s'expriment à ma place. Et donc, je me suis dit que c'était aussi une opportunité pour moi vis-à-vis du peuple néo-zélandais, de Greenpeace, de la famille de Fernando Pereira, de faire mes excuses à titre personnel, parce que je ne parle que pour moi. Mais je suis sûr que tous les acteurs de cette opération ont le même sentiment que moi, peut-être moins fort, parce que moi j'ai la mort d'un innocent sur la conscience. Et ça vous pèse, c'est sûr. Vous avez prévenu la hiérarchie ou vos camarades? Non. J'ai prévenu un ami, un de mes collègues, en disant ne soyez pas surpris si je ferai un interview à la télévision néo-zélandaise et à Mediapart, qui a été le premier à révéler cette affaire, quoi. Et puis surtout suite à votre livre qui est sorti. C'est presque un droit de réponse, quoi. Oui, mais qui n'est pas contradictoire. Non, pas du tout. Voilà. Mais est-ce que vous vous attendez, colonel Kister, à des critiques sur le fait que vous ayez parlé dans votre milieu professionnel, dans l'institution ou de vos anciens camarades? Je dirais dans mon ex-milieu professionnel. Oui, effectivement, je pense qu'il y aura des critiques parce que un ex-agent secret ne parle jamais de ses... Je ne dirais pas agent secret, moi je n'étais pas un agent secret, j'étais un agent du service action. Ne doit pas faire de révélation, mais je ne fais aucune révélation qui n'ait déjà été écrite par tous les gens qui ont écrit leurs propres livres, les acteurs, tous les chefs, tous les directeurs généraux de la DGSE ont écrit leurs livres, et surtout je ne me sens pas lié par aucune clause de confidentialité, dans la mesure où mon nom a été révélé à la presse, le nom d'un agent du service action a été dévoilé par, je ne sais qui, mais par certaines autorités à la presse. Et donc, pour moi, il n'y a plus de clause de confidentialité dans ces cas-là, quoi. Vous parliez de votre ex-milieu professionnel. Il y a 1 an, vous avez arrêté de travailler pour les Nations Unies. Oui. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette profession de sécurité à titre personnel. Quel est votre métier? De temps en temps, je fais des consultants sécurité indépendants. J'ai été notamment choisi pour faire une formation de gens du ministère de l'Intérieur tunisien avant les attentats sur l'évaluation des menaces et la gestion des risques terroristes dans le cadre de programmes de soutien de l'Union européenne. Et donc, voilà. Et puis de temps en temps, je suis sollicité pour faire quelques missions de consultant indépendant. Quel va être, selon vous, l'impact là-bas en Nouvelle-Zélande et ici en France de ce geste, un homme du secret, un homme des services secrets qui présente des excuses à une nation, à une organisation, qui essaye de mettre le point final, au fond, à cette affaire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous attendez de cela? Moi, je ne suis pas sûr que, disons, les gens à qui j'ai fait mes excuses, et notamment en Nouvelle-Zélande,
soient particulièrement satisfaits, quoi, hein. Comme je l'ai dit, c'était aussi l'occasion de libérer ma conscience. Et puis je pense que vis-à-vis des Néo-Zélandais, c'est ce qu'on a fait lorsqu'on est allé dans le cimetière où sont enterrés les soldats, c'était de rappeler que cette triste affaire, cette malheureuse affaire, ne devait pas faire en sorte que les liens indéfectibles tissés par le sang versé de ces soldats ne soient qu'un rêve, quoi. Il ne faut pas l'oublier, que ces liens restent indéfectibles entre la France et la Nouvelle-Zélande. On verra ce que le match France-Nouvelle-Zélande va nous donner, si match il y a entre les deux. Voilà. Mais effectivement, heureusement que le sport est là et que le rugby est là pour nous rapprocher. Ouais. Il n'y a pas seulement le rugby. Dans 3 mois, il y aura à Paris la COP 21, une immense rencontre internationale qui organise 2 noms que nous avons mentionnés tout à l'heure. C'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui était Premier ministre à l'époque, Ségolène Royal, dont le frère était dans l'opération. C'est une grande conférence sur le climat, sur les questions écologiques qui sont portées par diverses organisations de la société, dont Greenpeace. Est-ce que vous espérez, vous attendez, vous souhaitez, comme peut-être les Néo-Zélandais ou d'autres, qu'à cette occasion, avant cette conférence, avec des acteurs qui se souviennent de cette histoire, il y ait peut-être plus formellement que ça n'a été fait, des mots qui soient prononcés, comme les vôtres, par les autorités politiques françaises envers la Nouvelle-Zélande? Moi, je ne suis pas sûr que ça soit le sujet du jour, quoi, hein, parce que cette grande conférence sur le climat, c'est primordial. Et là où il faut trouver un consensus général, je pense qu'il ne serait peut-être pas très bienvenu de rappeler les mauvais souvenirs et de rappeler cette affaire. Donc je pense d'ailleurs qu'à l'époque, certaines autorités ont fait des excuses, timides certes, mais voilà, et que le contentieux a été réglé sous l'auspice des Nations Unies avec Javier Pérez de Cuéllar qui est intervenu, et que j'espère que ce dernier épisode avec la télé, avec les Néo-Zélandais, avec l'opinion française à travers votre interview, ça sera le final de cette histoire, quoi, et qu'on n'en reparlera plus, quoi. Est-ce que je vais trop loin si je dis que vous, Mafar, d'autres, tout en ayant fait cette action, au fond, vous avez vous-même une conscience écologiste? Je pense que tous nos gens, dans cette unité d'ailleurs, où nous opérons à partir des airs, sur mer, sous mer et sur terre, on a appris une chose, on apprend beaucoup de choses dans notre entraînement, on ne se bat jamais contre la nature. On ne se bat jamais contre le courant, on fait avec le courant, on se laisse ramener, mais on ne se bat jamais contre les éléments et contre la nature. Et la preuve, c'est que le commandant Mafar est maintenant un grand photographe animalier, reconnu à travers le monde. Je pense que c'est certainement le plus écologiste d'entre nous, parce que le plus engagé dans ce domaine-là, et que tous, à notre manière, nous sommes des écologistes dans la mesure où, bien sûr, pas écologistes dans le sens de l'engagement politique, c'est ce que d'ailleurs on regrette tous, mais écologistes des vrais, c'est-à-dire que défense de la nature, contre la pollution, etc., quoi. Voilà, donc des vrais, comme un citoyen normal qui fait attention à ce qu'il fait et qui veut tout faire pour préserver la nature. Bien, colonel Kister, en vous remerciant de cet entretien loyal, franc, sincère, direct, avec forme d'honneur et de courage que vous assumez, ce qui n'est pas évident dans votre métier, du coup, j'ai envie de dire merci, non pas seulement au colonel, mais aux citoyens. Merci, citoyen Jean-Luc Kister. Merci.